Alors on va commencer avec vous, Fabien Potier. On a pu déjà d'ailleurs vous découvrir un peu là, puisque vous faisiez partie des fameuses startups qui étaient réunies dans cet espace là juste à côté. Tous en trotte, Fabien propose la location de trottinettes tout-terrain électriques à Fontainebleau notamment, mais aussi à Butier, sur la Scandibérique. Quelle est, vous, la genèse de votre initiative? Voilà. Comment avez-vous eu l'idée de monter ça? Vous êtes d'abord vous-même originaire de Seine-et-Marne ou pas? C'est ça, voilà. Moi je suis né à Melun exactement. Ouais. J'ai grandi tout le temps sur la région. Étant enfant, je pratiquais beaucoup de sports en forêt, donc de l'escalade, du VTT, de la course à pied. Ouais. Donc je suis à la base un amoureux de la forêt. Ouais. J'ai ensuite eu la chance de faire mon service militaire à l'ONF, j'ai fait un service civil. Ouais. Ça m'a tout de suite donné un lien différent avec la forêt. J'ai vu seulement comme un terrain de jeu pour faire du sport, mais aussi j'ai découvert ce qu'elle était finalement, un milieu naturel qui est sensible. Du coup, voilà, ça m'a changé ma vision par rapport à la forêt. Ouais. J'ai continué mes activités quand même. Ouais. Et puis, il y a 5 ans, lors de vacances dans le sud de la France, en montagne, sur le lac de Serponçon, j'ai découvert les trottinettes tout-terrain électriques. Une dame qui en louait sur place, donc on en a fait en famille, on les a louées. Et puis, j'ai quand même fait beaucoup de VTT dans le passé. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre pour la trottinette, parce qu'elle apporte les mêmes sensations que le VTT, sans en avoir toutes ces difficultés techniques, par du fait que la selle en vélo complique pas mal les choses. Ouais. Donc ça simplifie, on a une position qui est naturelle sur la trottinette, et du coup ça la rend accessible vraiment à tout le monde. Il n'a pas besoin de savoir d'être un champion de vélo pour prendre du plaisir sur la trottinette. Deuxièmement, elle apporte aussi une possibilité soit de le faire d'un côté sportif, comme le VTT, donc c'est ce qu'on fait sur la base de loisirs de Butier, grâce à leur accueil, je les en remercie d'ailleurs, et aussi on peut faire une balade pour découvrir un site naturel. C'est ce qu'on fait essentiellement en forêt de Fontainebleau. Pour l'instant on n'a pas de sentier sportif sur Fontainebleau, on a de nombreux problèmes du fait de la surfréquentation, donc j'y pensais quand on parlait du pont du Gard. Voilà, donc en Fontainebleau c'est concret, il y a une surfréquentation du milieu, ça crée des désordres. Donc du coup pour l'instant on ne fait que de la balade, mais c'est tout aussi agréable. Ça s'adresse à des familles, mais pas que, et à des groupes, pour des entreprises. Et du coup, les gens viennent découvrir un milieu. Alors on a un tourisme local. 90% à peu près du tourisme sur Fontainebleau est un tourisme d'Île-de-France, donc des gens vraiment d'ici, qui viennent sur des courtes durées. Et je me rends compte que beaucoup de gens qui habitent à quelques dizaines de kilomètres connaissent pas du tout la forêt. Alors que ça soit celle de Fontainebleau, mais même une forêt qui va être à côté de chez eux, ils vont la connaître pour de la balade, mais ils ont du mal à savoir comment fonctionne cette forêt. Et là, dans nos randonnées, du coup, en fonction du temps qu'on a pris et de leurs envies, j'essaie d'adapter la randonnée pour leur expliquer, leur donner mes connaissances de la forêt, qui ne sont pas parfaites, mais du coup, je sensibilise les gens aux bonnes pratiques en forêt, ce qui est essentiel. Et puis à leur expliquer comment fonctionne la nature et à les aider comme ça à aimer la forêt, leur donner envie d'y revenir avec mon activité ou à une autre éventuellement. On se trouve imbriqué en fait dans un ensemble. Donc vous avez monté plusieurs itinéraires dans la forêt de Fontainebleau, comment ça se passe? Alors l'ONF nous a accordé un circuit qui fait à peu près 45 km, ouais. Sur lequel je décline en fonction du niveau des gens, parce que bien sûr avec des enfants en bas âge, je les prends à partir de 8 ans actuellement. Et quand ils sont adolescents, ils ne vont pas rouler à la même vitesse, ils ne vont pas avoir envie de faire la même chose, donc on peut faire une randonnée d'1 heure, ouais. 2 heures ou 3 heures. Et donc en fonction de leur niveau, et en fonction, bien sûr, un enfant de 8 ans, il va aller en général assez doucement, on ne va pas faire autant de kilomètres qu'avec des adultes. Et dans ce cas-là, j'adapte le circuit en fonction de ce qu'ils veulent. J'ai la chance que le circuit soit modulable. Ouais, on a plusieurs points de départ, et on peut du coup séquencer le circuit. Vous êtes le guide, vous êtes le guide accompagnateur, vous disiez que vous faisiez partager vos connaisses de la forêt de Fontainebleau. Vous avez mis ça en place quand? Ça date de quand? Alors, en fait, tous le projet a débuté l'année dernière au mois d'août, ouais. Au niveau création concrète, où j'ai commencé à contacter tous les organismes locaux, y compris l'ONF, pour avoir les accords pour rouler, ouais. Pour savoir s'il y avait de l'intérêt sur l'activité. Alors déjà, je m'étais basé sur Fontainebleau au début, ouais. Parce que c'était vraiment le pôle d'attraction touristique sur la région. Après, je me suis rapproché de Nemours, où je travaille avec l'office de tourisme de Nemours. On roule sur la Scandibérique. Ensuite, donc j'ai commencé à voir pour le côté administratif et
et financier pour financer le projet. Donc ça a mis tout ça quelques mois, Ouais. pendant lequel j'avais encore le choix de dire je le fais pas. Ouais. Et puis en fin d'année dernière, j'ai dit c'est bon, je le fais, c'est parti. De toute façon, c'est un projet qui me tenait à cœur, c'est le moment de le faire. Et donc on a commencé l'activité au mois de mai. Ah oui, vous avez débuté au mois de mai, là. Donc voilà. C'est tout récent. C'est tout récent. Neuf. Voilà. Vous avez allé à peine 6 mois. C'est ça. On fait un premier bilan au bout de 6 mois. Vous avez des groupes bien constitués. Vous arrivez à trouver des clients assez facilement. Alors c'est très compliqué. Ouais. Ce qui est nouveau pour moi, c'est le marketing, ouais. De se faire connaître. Donc pour moi, en tant que petit indépendant et en discutant maintenant avec des gens que je commence à connaître dans le réseau, c'est la partie compliquée. Ouais, c'est là où les offices... Donc là, vous avez besoin de l'aide des institutionnels. Absolument, absolument. Les offices du tourisme, le CDT. Voilà. Et c'est là où Sébastien Dupont-du-Gard discutait. Alors malheureusement, j'ai pas pu assister à tout ce qui s'est fait ce matin, mais c'est là où je me dis qu'il y a une vraie réflexion à faire. Je pense au niveau local, au niveau des institutions, et qu'on travaille tous ensemble. Ouais. Donc encore une fois, vu la jeunesse de mon entreprise, j'ai pas de recul pour savoir comment ça fonctionne jusque-là. Moi, le réflexe, c'est l'office du tourisme. Peu importe où je vais, on passe toujours par l'office pour avoir les informations. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on aille tous dans le même sens. Alors, nous, sur Fontainebleau, on a un site naturel qui est fragile, mais comme tout site naturel, qui est en plus surfréquenté. Et c'est là que je vois l'importance des collectivités locales pour qu'on réunisse tout le monde pour travailler dans le même sens. Et je pense que, je parle dans le cas du site naturel, mais on a besoin de prestataires sur place qui ont un rôle pédagogique pour que le site soit utilisé correctement, qu'on arrête les activités sauvages qui dégradent les sites, parce qu'une forêt de Fontainebleau, on ne peut pas la clôturer, on ne peut pas surveiller toutes les entrées, et il y a malheureusement tout un tas de mauvaises pratiques. Donc je pense que d'avoir plus d'intervenants comme moi, qui serait sur place un maximum, on pourrait canaliser ce qui se passe dans la forêt, faire en sorte que les règles soient le plus respectées possible et que toutes les communautés qui se créent, les marcheurs, les vététistes, les chasseurs comme le disait ce matin, les gens à chevaux, que tout le monde vive en symbiose et qu'on s'accepte les uns les autres et qu'on soit là, on aime le site naturel, quel qu'il soit, on est là pour l'utiliser et en profiter. Donc que tout le monde puisse travailler ensemble pour valoriser ces territoires et les protéger, ça me semble une idée pertinente et là où les collectivités locales peuvent nous aider justement à nous réunir, à nous concerter et à trouver des solutions. Est-ce qu'on peut imaginer que votre activité puisse se développer aussi sous la forme de partenariats? On pourrait imaginer que vous fassiez étape, je dis n'importe quoi, étape dans un restaurant peut-être, pourquoi pas? Enfin, on pourrait imaginer comme ça un réseau dans lequel vous pourriez vous inscrire? Oui, moi j'ai déjà commencé à établir des réseaux. Il y a Restaurant La Marlotte, à Bourg-en-Marlotte d'ailleurs, on s'est retrouvés ce matin à l'improviste, avec qui on s'est déjà rencontrés. Et il n'y a pas eu de pratique, mais on s'est entendu ensemble pour éventuellement gérer des groupes, de les prendre en trottinette et qui viennent déjeuner à la Marlotte, qui peuvent même d'ailleurs y loger, il y a des chambres d'hôtes. J'ai un partenariat avec un loueur de canoë sur Nemours, donc les gens descendent en canoë, arrivent à Nemours, et moi je les réceptionne en trottinette, et on fait un petit circuit en trottinette, et ensuite ils retournent à leur voiture en trottinette. C'est un partenariat qu'on a mis en place qui a bien fonctionné cet été. Oui, donc on peut mélanger les mobilités douces. On peut mélanger les mobilités, c'est l'idée du slow tourisme, de faire découvrir des régions, des patrimoines, des communes, d'une nouvelle manière. On peut valoriser des sites touristiques. Alors moi, je vous encourage à revenir vers moi si vous avez dans vos communes des endroits où on peut rouler, où on a l'accord de rouler, parce que nous, en trottinette, on est motorisé. Donc il y a une réglementation quand même on ne peut pas aller partout, comme à l'ONF, en forêt. On a l'accord de l'ONF pour rouler, mais pas partout. Sur les pistes cyclables, on peut. On évite les routes avec des voitures parce que ça reste dangereux. Mais si vous avez des sites naturels à valoriser, pour des visites comme ça qui peuvent être sur 2 heures en moyenne, c'est à peu près ce qu'on fait, moi je me déplace avec mon parc de matériel et on peut établir des circuits ensemble et ensuite réfléchir ensemble à comment valoriser
cette activité. Oui, mais le message est lancé. En effet, c'est un très bon moyen de valoriser les atouts naturels d'un territoire. C'est ça, parce que c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut en faire facilement. La pratique est encadrée, encore une fois, donc ça évite tout débordement. Parce que c'est vrai que toutes ces mobilités récentes et nouvelles et motorisées, ça incite forcément à de mauvaises pratiques, d'où l'importance de l'encadrer en permanence. Et par contre, c'est un magnifique moyen de visiter des sites parce qu'on n'a pas de nuisance sur le site. On ne fait pas de bruit. On n'émet pas de gaz à effet de serre. Alors, il y a toujours, bien sûr, le dilemme de l'électrique avec la pollution des batteries, ce genre de choses. C'est un autre débat. Exactement. Aujourd'hui, c'est une technologie qui est nouvelle, qui va évoluer dans le bon sens. De toute façon, ça sera toujours de mieux en mieux. On ne va pas aggraver la situation. Donc les technologies qui sont en cours avec le solaire, avec le remplacement du lithium dans les batteries, vont faire en sorte qu'on aura une technologie de plus en plus propre. En tout cas, vous êtes en train de débuter une activité, on vous souhaite vraiment le meilleur. Merci. Et on espère que ça va petit à petit s'ancrer dans ce territoire et que vous ayez pleine satisfaction. C'est une belle initiative. C'est le but, c'est de s'ancrer vraiment dans le territoire. Donc on parle de Fontainebleau beaucoup, mais pas que. Du coup, on peut rayonner sur tout le territoire et développer ces activités. Restez avec nous parce qu'il y aura peut-être des questions vous concernant. Nathalie Jourdain, vous êtes la directrice de l'Office du tourisme du Pays de Meaux. Alors vous avez mis en place des circuits slow tourisme autour de la fameuse bataille de la Marne de 1914. Alors évidemment, moi je ne suis pas originaire de Seine-et-Marne, malheureusement, mais j'ai découvert que votre territoire était en effet un lieu important de la Grande Guerre. Cette méconnaissance peut-être du public, alors que moi j'aime et que peut-être ont d'autres aussi, ça a été un peu le point de départ de votre réflexion ou pas? Oui. Ouais. C'est simplement un petit mot sur le territoire du Pays de Meaux donc j'ai la chance de diriger l'Office du tourisme. Sur ce territoire, on a le musée de la Grande Guerre, qui est le musée qui accueille la plus grande collection d'Europe d'objets, costumes et objets divers concernant la première guerre. Qui a ouvert en quelle année? 2011, inauguré absolument le 11-2011, je ne vais pas me souvenir. Et le musée lui-même est né d'une histoire passionnante de Jean-Pierre Vernet, donc un historien qui a collectionné pendant 50 ans ces fameux objets et qui un jour a voulu les céder, mais pas à n'importe qui, pas dans n'importe quelle condition, et la communauté de communes a racheté cette collection, et le président de l'époque, il l'est toujours, a dit ok, on vous fait un musée pour accueillir cette fameuse collection. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un magnifique musée, 80 000, 100 000 visiteurs par an. Ouais, quand même. Ouais. On a un contexte de fin de centenaire. Donc la question au début, c'est un petit peu ça aussi. On a beaucoup travaillé dans le cadre du centenaire, mais là on s'est dit, il faut que les gens sachent que le musée n'a pas fermé le 31 décembre 2018. Et la question du développement, tout ça s'est un petit peu croisé, comment proposer d'autres activités en dehors du musée. Et c'est assez vite, les choses sont venues de façon assez évidente, c'est de mettre en valeur ce circuit qui, on ne l'a pas inventé, le site est là depuis 1914, donc c'est quand même un site de bataille du 2 au 12 septembre 1914, donc on a une chance fabuleuse, c'est que le site soit toujours tel quel. Donc nous avons lancé le 14 septembre de cette année. C'est tout récent. C'est de cette année. C'est pour ça qu'il y aura encore des choses à développer. J'entends mon voisin, il y a un circuit voiture, un circuit pédestre, un circuit vélo. Et là, j'entends, je dis pourquoi pas proposer, si vous venez, on peut faire des choses. Avec l'idée. Pareil, j'écoutais aussi, nous, notre cible, c'est bien sûr les touristes, mais ce sont aussi les locaux, c'est-à-dire qu'on a peut-être des gens qui ne savaient pas qu'ils habitent, parce qu'il y a évidemment des maisons, des habitants,
c'est une agglomération quand même urbaine, mais qui ne savent pas que le champ qui est devant eux, les scènes qui s'y sont déroulées, et il faut se réapproprier. Je le répète, c'est vrai qu'on est en fin de centenaire, mais voilà, on passe pas à autre chose. Il y a un devoir de mémoire qui est essentiel. Ce matin, j'étais contente, on me demandait des circuits à thème, en voilà un. Donc en voilà un vrai circuit sur le thème de la première bataille. Donc concrètement, vous allez me demander concrètement? Ah ben oui. Voilà, mais vous me devancez, il n'y a pas de problème. Non, moi je ne connais pas, par exemple. Moi je connais pas. J'imagine qu'il y a plusieurs points d'intérêt. Et que ce circuit donc relie ces différents points d'intérêt, c'est comme ça que ça se passe? Absolument. Ouais. Donc le balisage, je vous disais, c'est tout nouveau. Donc le balisage voiture a été inauguré là le 14 septembre. Donc un vrai circuit, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous avez les données de base sur des cartes. Donc on a édité des cartes. Nous avons un site internet inauguré aussi toujours le 14 septembre où vous retrouvez tous les circuits, vous retrouvez les développements sur chaque petite ou moyenne ville traversée, chaque association qui travaille avec nous sur le site. On a une association des cartophiles, tout à l'heure on parlait ce matin des bénévoles, il y avait une question sur les bénévoles ou une remarque. Et les bénévoles sont essentiels. On a les amis du musée de la Grande Guerre qui travaillent avec nous, qui le jour de l'inauguration étaient en costume sur chaque point d'intérêt. On les voit, il y a des photos derrière vous. Oui. On a également 2 bornes interactives, pour l'instant 2, mais on va finir par le développer, sur le toit du musée, avec reconstitution de bataille, une autre sur une autre ville, la ville de Barcy, pour ceux qui connaissent. Et puis ce fameux site internet qui va continuer qui va être enrichi. Concernant le circuit vélo, nous sommes en cours, pareil avec un monsieur qu'on a rencontré ce matin, parce que c'était un peu difficile d'avoir un contact. Il disait qu'il n'avait pas de contact depuis 3 ans, c'est la fédération de cyclotourisme. Je suis ravie parce que j'avais moi-même pas de contact, donc on va pouvoir baliser également ce circuit. Et puis les randos, ça c'est en cours. Si on devait le faire à vélo en totalité, ce circuit, ça prendrait combien de temps? Allez, on va dire peut-être entre 2 et 4 heures. Entre 2 et 4 heures. Votre temps, oui. Est-ce que sur ce circuit, vous êtes arrivé, ou vous ne l'avez peut-être pas encore fait, est-ce que vous êtes arrivé à mobiliser les professionnels locaux, les restaurateurs, les hébergeurs, les campings, pour pouvoir être associés à ce circuit, proposer des étapes Comment avez-vous fait? Ou c'est peut-être pas encore fait? Alors, c'est pas encore fait. J'oublie dans les outils, ça me fait penser, c'est dans le développement à mettre en route. On a un GPS interactif. Donc, sur la balade surtout voiture, vous mettez votre GPS en route et en fonction de la vitesse à laquelle vous allez, le temps que vous allez consacrer, vous pouvez poser plusieurs questions, écouter des chansons d'époque, etc. Peut-être en termes de développement, les points d'intérêt, voici un restaurant, voici voilà, les points d'intérêt locaux et pratiques. Nous, ce qu'on a essayé quand même par rapport au site aussi, qui est en lien avec le site de l'Office quand même, c'est effectivement de le développer et de pouvoir avoir, ça sert en fait, c'est un outil de développement pour pouvoir rebondir sur toutes les autres richesses du patrimoine, puisque le départ, c'est vrai que c'est le musée de la Grande Guerre, mais profiter aussi pour pouvoir continuer à promouvoir de ce magnifique territoire, parce qu'on a une cathédrale, on a un centre historique, on parlait de la gastronomie ce matin, on a la chance d'accueillir la confrérie du Brie de Meaux, le président est dans la salle, à moins qu'il soit parti. Donc on avait la fête du Brie samedi dernier, donc voilà, c'est aussi un outil qui arrive, voilà, est-ce qu'on vient visiter le centre historique, on se dit tiens mais il y a un musée, ou est-ce que c'est le musée qui est qui fait appel d'air et nous sommes ravis d'avoir ces touristes, mais aussi des locaux, parce qu'on se rend compte que les gens ne se sont pas encore appropriés leur histoire. Il y a une vraie méconnaissance. Si vous avez la chance de venir, vous m'avez dit que vous allez venir, vous verrez aussi qu'il y a un grand monument, 21 mètres de haut, et je pense que les gens ne savent pas que c'est un cadeau des Américains en l'honneur de ces soldats qui ont repoussé les Allemands et sauvé Paris, disons-le. Oui, en tout cas c'est intéressant. Voilà. On est en effet en fin de centenaire, fin de célébration. Comment revaloriser ce patrimoine de mémoire
à travers donc notamment le slow tourisme qui devient le levier pour revaloriser ce patrimoine de mémoire. C'est une démarche évidemment passionnante, intéressante. J'espère qu'il y aura aussi là des échanges et des questions vous concernant. Corinne Alaga. Alors, on va sortir du tourisme de mémoire, on va gagner un petit peu en légèreté, quoique, puisqu'on va exciter un peu nos papilles avec vous. Vous êtes la dirigeante des Tabliers Gourmands à Provins. Vous animez des ateliers culinaires. Alors vous, c'est une deuxième vie, hein, c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous étiez auparavant pâtissière, c'est ça, hein? Vous travaillez dans la pâtisserie? Oui, j'ai exercé le métier de pâtissière pendant 11 ans. Ouais. Et puis nous sommes venus nous installer à Provins. Ouais. Un petit bout est arrivé, la vie a changé. Ouais. Prendre le train à 5h du matin, le déposer chez la nounou à 4h30, très vite, ça a été impossible en qualité de vie. Donc j'ai pu partir de mon travail à ce moment-là dans d'excellentes conditions. J'ai pris 1 an avec mon petit bout et puis j'ai construit mon projet. Et j'ai commencé à donner des cours de cuisine dans la ville de Provins. Ouais. Voilà, tout a commencé comme ça, dans ma cuisine, tout simplement. Ouais. Et puis le projet a continué à grandir. J'ai installé un atelier au sein même de mon habitation. Et j'ai commencé vraiment là, à donner des cours de cuisine auprès des écoles, auprès des entreprises, des particuliers, etc. Et puis le projet a continué à grandir. Et depuis maintenant 1 an, je suis installée au sein même de la cité médiévale de Provins. Alors, je donne des cours de cuisine sur différents thèmes. Et c'est ça qui est intéressant, Voilà. c'est que, encore une fois, vous êtes installé à Provins, Oui. et vous allez finalement faire revivre la cuisine médiévale. Oui. Hein, donc vous vous appuyez sur un atout culinaire de votre territoire, qui est le Moyen-Âge, Oui. et vous essayez de faire revivre cette cuisine. Ça, c'est tout à fait intéressant. Alors, l'idée, elle est venue en fait assez simplement. 1, je suis curieuse. 2, je suis gourmande. Je me suis donc intéressée à la cuisine médiévale. Ouais. Et là, je me suis aperçue que c'était une cuisine qui était extrêmement intéressante, totalement méconnue. Et quand vous demandez aux gens ce qu'ils peuvent avoir comme idée de la cuisine médiévale, ils font un grand bond en arrière en se disant non, surtout pas. Oui, il y a une Donc, appréhension. Hein. Oui. Mis à part le cochon à la broche, on imagine difficilement autre chose. Voilà. Alors qu'on est sur une cuisine qui est très savoureuse, qui est pleine d'épices et qui est vraiment très intéressante. Donc j'ai commencé à donner des cours de cuisine médiévale, petit à petit maintenant depuis environ 4 ans. Je travaille beaucoup avec l'Office de tourisme de Provins où je donne des cours de cuisine médiévale, notamment à l'intention des écoles. Et puis, concernant ce côté un petit peu réticent, je me suis demandé comment arriver à amener les gens à avoir envie de découvrir cette cuisine. Bon, on connaît les Français et leur bec sucré, hein. Donc je me suis plongée dans les manuscrits médiévaux pour aller à la recherche de recettes de biscuits du Moyen-Âge. Que vous avez retrouvé à Provins, ces manuscrits? Pas forcément sur Provins. Quand on parle de cuisine médiévale, on parle de cuisine européenne, hein, on parle même de cuisine du Moyen-Orient. On est vraiment sur quelque chose de très vaste. Et à partir de là, j'ai fait des essais et donc depuis 1 an maintenant, j'ai ouvert la biscuiterie médiévale. D'accord. Dans laquelle je propose des petits biscuits issus du XIIe siècle, XIVe siècle, XVe siècle et le tout petit dernier, XIIIe siècle, le petit massepain à la rose de Provins. Ah oui, Voilà. D'accord. Ce ne sont pas des biscuits nés de votre imagination. Pas du tout. On est bien d'accord, hein, ce complètement. sont des biscuits qui existaient à l'époque. Oui, tout à fait. Et par exemple, depuis 1 an, on me demandait régulièrement un petit biscuit à la rose de Provins. Et je disais, tant que je n'aurais pas trouvé de recette issue du Moyen-Âge contenant de la rose, je n'en ferai pas. Donc j'ai beaucoup cherché, parce que voilà, il y avait une demande assez importante, et j'ai fini par le trouver. Donc voilà, donc ça, ce sera le petit dernier qui va arriver d'ici 1 mois. Ça, c'est intéressant. Alors, vous allez proposer ces biscuits à la vente. Hein, donc vous faites finalement revivre une sorte d'artisanat local. Vous proposez ces biscuits à la vente et vous proposez aussi
de les fabriquer? Est-ce que, moi je suis touriste à Provins, est-ce que je peux, auprès de vous, apprendre à fabriquer ces biscuits ou pas? Vous proposez des ateliers autour de ces biscuits? Ouais. Alors, concernant les biscuits même, je vais proposer plutôt des ateliers de démonstration où je vais expliquer exactement l'histoire de ces petits biscuits. Je ne vais pas vous apprendre à les faire. Je vais garder mes recettes. Hein? Pas folle. Pas folle la bête. Mais par contre, je vais vous apprendre à faire d'autres pâtisseries médiévales. Voilà. Donc effectivement, vous pouvez assister à des cours de cuisine médiévale où vous allez préparer un repas et puis ensuite vous allez vous installer à table et vous allez pouvoir consommer ce que vous venez de faire. En général, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que vous êtes arrivé à vous inclure dans une offre touristique un peu plus globale? C'est vrai qu'on parle beaucoup de réseaux, de partenariats, faire en sorte de multiplier un peu les services qui peuvent constituer une offre générale. Est-ce que vous arrivez à faire ça avec d'autres, je sais pas, d'autres artisans de Provins, d'autres acteurs de Provins? Les choses commencent à se mettre en place. Bon, par exemple, pour les petits biscuits, on est sur des biscuits bio, pas d'additifs, pas de conservateurs, et les farines que j'utilise sont des farines locales. Ah oui, donc ça c'est important. Vous vous appuyez aussi sur des produits locaux. Oui. Maintenant, trouver la cannelle et le clou de girofle en Seine-et-Marne, ça va être plus compliqué. Pas simple. Voilà. Donc, mais quand c'est possible, oui, j'essaie de le faire. Et ça reste important de le faire. Et c'est pour ça aussi que je développe à côté de ces cours de cuisine médiévale, les cours de cuisine anti-gaspillage alimentaire et les cours autour des produits locaux, qui ont très bien fonctionné cet été d'ailleurs. Vous avez encore, j'imagine, une foultitude de projets en magasin? Oui. Vous pouvez en révéler quelques-uns ou pas? Alors actuellement, l'atelier boutique est au même endroit. Et je cherche donc un espace sur Provins pour installer une véritable biscuiterie médiévale qui sera associée à un salon de pâtisserie médiévale. Voilà. Donc ça, c'est le grand projet de l'année 2020. Et puis bien sûr, une distribution plus importante au niveau national des biscuits. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est comment s'appuyer sur l'atout historique de Provins et puis faire revivre, puisque vous faites revivre carrément le goût. Le goût médiéval, donc c'est vraiment intéressant. Et puis faire prendre conscience aux gens qui viennent à mes cours que la cuisine médiévale est avant tout notre cuisine